Je le sais, vous le savez, parler de chars russes, d'autant plus modernes, est actuellement, et le restera sûrement un moment, un sujet casse-gueule. Dans ce contexte, j'ai décidé de faire une vidéo sur le T-14, afin de m'attaquer non seulement aux 2-3 mythes sur le char, mais aussi à une facette de l'industrie russe que j'ai déjà critiquée pour l'Ukraine, la corruption. Cette dernière ronge aussi le complexe militaro-industriel russo-soviétique depuis des décennies. Si parfois vous vous demandez pourquoi tel ou tel équipement est choisi sans que cela n'ait de sens d'un point de vue strict des performances ou de logique, il y a souvent, toujours, une histoire d'argent derrière. Pas qu'au niveau des usines, mais aussi au ministère de la Défense. Absolument tout le monde est au courant des problèmes qu'ont les chars, mais il est financièrement plus intéressant d'améliorer les chars petit à petit que de sortir d'un coup une amélioration conséquente. Il s'agit pour l'usine de toucher le plus d'argent possible avec un minimum d'efforts, tandis que le gouvernement souhaite dépenser le moins d'argent possible au détriment des capacités. Aujourd'hui, loin de moi l'idée de faire une vidéo présentant le T-14 soit comme une arme miracle, soit comme le pire char jamais créé. Je souhaite faire un débriefing de son histoire et des nombreux commentaires officiels sur le véhicule, de 2010 à nos jours. Évidemment, j'aurai l'occasion de parler de petits problèmes concernant le programme de nouveaux véhicules en général. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez aussi sûrement un peu compris ce que je pense du véhicule. Bref. Un petit point sur l'histoire du char, elle ne commence pas vraiment en 2010. Le principe de char à tourelle inhabitée apparaît concrètement chez les soviétiques avec l'objet 450 de Kharkov, mais ne sera jamais construit en acier. Le concept reviendra sur le devant de la scène à la fin des années 80. Les soviétiques essayant de nouvelles configurations pour leurs chars sortiront l'objet 187. L'expérience acquise avec ce véhicule permettra la conception de l'objet 195, le premier char à tourelle inhabitée construit par les Russes. Je dis par les Russes car si la conception précède la chute de l'URSS, les deux exemplaires seront construits dans la Russie des années 90. J'avais déjà un peu consacré une vidéo à ce char, mais les essais étaient prometteurs, et le véhicule, comme le dirait une célèbre expression russe un peu décriée, n'avait aucun équivalent dans le monde. Évidemment, nous sommes dans la Russie des années 90 et 2000. Le budget consacré à l'armée n'est donc pas le plus élevé et les projets novateurs sont au point de ceux qui s'en est le moins bien sorti, puisque le projet 195 était déjà mort en 2009. Effectivement, lors d'une interview de Vladimir Popovkin en 2010, qui venait alors d'être chef de l'armement du ministère de la Défense, et qui deviendra vice-ministre de ce même ministère plus tard dans l'année, le journaliste Viktor Mourakovsky, alors rédacteur pour le journal Arsenal Atechesva, lui posa quelques questions sur l'état de certains projets russes. Je vous en laisse un extrait. Я его назвал. И второй вопрос. Вы справедливо отметили про дыры и провалы в технологиях, в некоторых образцах, системах вооружения. А такой вопрос, почему тогда у нас продолжается производство некоторых избыточных образцов вооружения и опытно-конструкторских работ, которые имеют корни в советские времена, создавались для другой войны, для другой Давайте армии. мне, мы их завтра закроем, если я их не знаю. Пожалуйста, БМД-4, 2С-25 Вы видели на прошлом параде БМД-4? Было у нас? Даже на параде их не было. Ну, по Скажите, крайней сколько мы их закупили? Ну, я Ну, предполагаю, по крайней мере, порядка- пока я начальник вооружения, ни одной. Ни одной, я еще раз говорю. Вот как 2 года в июне исполнилось, с июня ни одной БМД-4 не было В закуплено. то же время командующий ВДВ отчитывается, что на последних учениях БМД-4. Ну, там была опытная партия до 2008 года, вот он ей, наверное, и показывает. Я вот как раз эти темы имею в виду. БМПТ, 2С-25, Бурлак, коалицию. Продолжать, думают ли вот, продолжать их, закупать это вооружение? Подходит ли оно для современных условий? Значит, все, что вы назвали, в приоритетные образцы вооружения военной техники не входит. Понял, спасибо. И деньги на них не выделяются. А про 195-й объект, значит, мы эту работу прекратили с 2009 года. И в 2009 году мы просто часть средств заплатили для того, чтобы рассчитаться за затраты, понесенные предприятию. И если предприятие считает необходимым рассекретить его, выйдет к нам с предложением, то мы его рассмотрим. Dans ce contexte, on imagine mal l'entreprise, Uralvagonzavod, rester 1 an à ne rien faire. Le travail sur l'évolution du 195 pourrait donc commencer directement en 2009, mais il ne sera révélé officiellement qu'en 2010. Nikov, alors commandant des forces terrestres russes, explique la feuille de route de l'armée. Il annonce la nécessité d'un rééquipement de l'armée russe s'étendant de 2011 à 2015. Cela passerait par l'acquisition de nouveaux véhicules conçus directement comme des plateformes modulaires, et non plus en des véhicules uniques. La plateforme légère sera nommée Typhoon, les moyennes Boomerang et Kourganets 25, et la lourde Armata.
Si ces noms vous parlent, c'est normal, ce sont exactement les mêmes plateformes que vous connaissez aujourd'hui, et dont seul le Typhoon est pour l'instant un succès. 12 ans plus tard, seule une plateforme sur 4 est disponible. La deuxième étape du plan, entre 2016 et 2020, était d'équiper l'armée de nouvelles armes et de véhicules sur base unifiée. Je ne vous la fais pas, on connaît le résultat. Cette fois, c'est une figure un peu plus importante qui s'exprime, puisqu'il s'agit de Poutine en personne qui s'exprima le 19 février 2012 à ce sujet. Je cite : « Au cours de la prochaine décennie, les troupes recevront plus de 600 avions modernes, dont des chasseurs de 5e génération, 28 régiments de S-400, 10 brigades de système Iskander-M, plus de 2300 chars modernes, environ 2000 systèmes d'artillerie et canons automobiles, etc., etc. » Une décennie plus tard, c'est-à-dire le 19 février 2022, eh bien le timing est assez intéressant puisque quelques jours plus tard, ces troupes commenceront à perdre une partie de ce matériel. Sûrement une question de coupe budgétaire. Les premières déclarations d'Oleg Sienko, alors directeur d'Uralvagonzavod depuis 2009, sortent en août 2012. Il affirme que les premiers essais de la plateforme de combat unifiée Armata auront lieu en 2013. Ces propos sont corroborés par Vladimir Tchirkin, alors commandant des forces terrestres russes quelques semaines plus tard. Dans un article de RG, il est dit que le premier prototype devrait être produit en 2013, le général déclarant que le char devrait entrer en service dès 2015. Dans le cadre du programme d'armement 2020, les principaux composants du char étaient déjà en train de passer des essais. En septembre 2013, le chef du GABTU, Alexandre Shevchenko, prend la parole à la radio et annonce : 2 prototypes seront présentés bientôt à l'exposition de Nijni Tagil, et dans un mois ou deux, des prototypes passeront des essais préliminaires. Il affirme que ces prototypes ne sont pas inférieurs aux chars de l'OTAN et les surpassent à certains égards, tout en expliquant que les forces armées auront dans 1 an et demi des T-72 et des T-90. Si la première prédiction ne s'est pas réalisée, on ne peut pas en dire de même pour la deuxième, qui est même particulièrement comique avec du recul. Sienko s'exprimera pour la dernière fois avant 2015, et pour une fois, quelque chose s'est réalisé. Il disait que fin 2014, début 2015, ils avaient prévu de produire et de livrer un lot expérimental de véhicules sur plateforme Armata au ministère de la Défense, qui prendront part à la parade de la victoire. Il explique aussi être guidé par le chiffre de 2300 chars annoncé par Poutine en 2012. Nous reviendrons sur ce chiffre plus tard. En novembre 2014, le vice-président du conseil d'administration de la commission militaro-industrielle assura que la première série d'Armata sera livrée au Nouvel An, et que nous pourrions les voir lors du défilé du jour de la victoire le 9 mai. Eh bien, il avait raison. Les premières photos des véhicules sur plateforme Armata, Boomerang et Kourganets apparaissent en mars 2015. La suite, vous la connaissez, les véhicules participeront au défilé du 9 mai 2015. D'ailleurs, le T-14 n'est pas tombé en panne, il s'agissait simplement du frein à main puisque le véhicule ne bougeait simplement pas, même lorsque tracté par un véhicule de dépannage. Dès que des techniciens sont arrivés, le char est reparti directement. Quelques mois plus tard, en août, le commandant des forces terrestres russes, Salyukov, nous informe que les essais de production du char seront achevés en 2016. Peu après, et on en arrive à une partie mal comprise du programme par beaucoup de personnes, Sienko commente l'état du programme étatique. Je cite : « La plateforme Armata a été approuvée, parmi d'autres choses, dans le programme d'armement de 2300 chars pour 2020, mais je pense que cette quantité sera réajustée. Elle restera peut-être identique, mais la date se rapprochera alors plutôt de 2025. Si un jour vous avez lu que la Russie prévoyait de construire 2300 T-14, eh bien c'est faux. Comme Poutine l'a dit en 2012 et Sienko en 2015, le but est d'avoir 2300 chars modernes en service, pas spécifiquement 2300 T-14. Effectivement, le T-72B3 entré en service en 2011 par exemple, est effectivement considéré comme un char moderne. Je sais que cela peut prêter à sourire, mais tout char amélioré ou reconstruit durant cette période est un char moderne, pour les Russes. Salyukov reviendra tout de même nous informer en 2015 que les essais d'État débuteront en 2016. À partir de 2016, tout s'accélère, enfin, tout sauf l'Armata. Les déclarations commencent à s'enchaîner puisque le véhicule a maintenant été concrètement dévoilé, la plateforme Armata existe et le monde doit être au courant. Ainsi, en mars, Sergei Chemezov, le directeur de Rostec, société à la tête d'un conglomérat industriel, affirme sans pression que l'Armata est en production en série. Il ajoute aussi que l'on ne peut pas faire marche arrière une fois que l'on est à mi-chemin. De l'argent a été investi et si nous nous arrêtons sans terminer le travail, ce sera de l'argent perdu. Évidemment, c'était un mensonge. Un mois plus tard, 2 directeurs adjoints d'OVZ, Jarish et Kalitov, nous expliquent que les troupes disposent déjà de 20 T-14 et Uralvagonzavod est en mesure de livrer 100 chars aux troupes entre 2017 et 2018. Le vice-ministre de la Défense, Borisov, raconte qu'il existe un contrat pour un lot de 100 véhicules et qu'ils entrent déjà en opération. Ce n'en est pas fini pour 2016, puisque Shevchenko, qui je le rappelle est à la tête du GABTU, raconte que les essais d'État seront terminés en 2017. Je peux vous assurer que vous connaîtrez cette phrase jusqu'en 2022, au moins.
Sienko, toujours passionné par le nombre 2000, revient à la charge en septembre pour nous rappeler qu'il faut livrer plus de 2000 véhicules à l'armée et qu'il commence maintenant à fournir un premier lot de 100 T-14. J'aimerais aussi apporter un peu de contexte sur ces grandes déclarations du directeur d'UVZ. Il faut savoir qu'avant 2016, Uralvagonzavod n'était pas totalement dans le giron de l'État et était fortement endetté. Ils avaient des problèmes d'argent assez importants et ces déclarations sur l'incroyable capacité à produire des centaines de chars avaient principalement pour but d'attirer des commandes de l'État, voire de l'étranger, qui est la principale source de contrat de l'entreprise. Finalement, UVZ reviendra à 100% à l'État fin décembre 2016, en raison de la catastrophe qu'une fermeture de l'usine pourrait causer. Avec ce changement de propriétaire, le directeur de l'usine sera aussi peu après remplacé, ce qui est compréhensible compte tenu de toute cette histoire. Bref, en juillet 2017, notre menteur en chef Chemezov semble avoir oublié ses anciennes déclarations. Maintenant, les essais dans l'armée devraient se terminer en 2018, et la production en série commençait en 2019, propos confirmés un mois plus tard par un autre directeur de Rostec. C'est aussi au tour de Borisov de revenir. Rappelez-vous, il racontait l'année précédente qu'il existait un contrat de 100 véhicules. Eh bien, il a raconté la même chose, mais plus prudent cette fois. La livraison se fera en 2020. Information aussi confirmée par le département de la Défense qui indique que le cycle entier d'essais sera terminé en 2020 et qu'il venait à peine de signer un contrat pour la livraison de véhicules aux troupes. Février 2018, Chemezov, fin de la blague. Plus sérieusement, il affirme que les essais préliminaires seront achevés cette année. L'information la plus intéressante de 2018 est annoncée par le vice-ministre de la Défense, Krivoruchko. Il raconte dans le cadre du Forum Army 2018 qu'un contrat de 132 véhicules T-14 et T-15 avait été signé, et que les 9 premiers véhicules seront reçus cette année. Fin 2021, le contrat sera rempli. Le nouveau directeur d'UVZ, Potapov, indique aussi à cette période qu'environ 30 plateformes Armata ont été produites et que certaines avaient participé au défilé et aux essais ministériels. En novembre 2019 arrive le tant attendu commentaire de Chemezov, véritable traduction de l'industrie russe. Cette fois, les préparations à la production sont terminées et un lot expérimental a été produit. Sa livraison aux forces armées aura lieu fin 2019, début 2020. Quelques jours avant 2020, Krivoruchko nous apprend que les essais préliminaires du T-14 et du T-15 sont terminés, et que dans 2 mois au pire, un lot de 5 véhicules sera livré. Je n'ai plus besoin de prononcer son nom, mais il dispose en janvier 2020 d'une petite révélation. Je cite « Les chars T-14 prometteurs ne sont pas encore arrivés dans les forces armées ». Voilà, maintenant nous arrivons à l'arc Mantourov, du nom du ministre de l'Industrie et du Commerce qui, faut-il le rappeler, n'a aucun lien avec les chars, mais a fait des déclarations incroyables. Février. Les essais d'État sont prévus pour se terminer en 2020. Avril. Je cite « Oui, bien sûr, ces chars étaient en Syrie, en condition de combat en Syrie. Petit souci, aucune preuve, et un char comme ça, croyez-moi, qu'on en aurait eu des images. » Juillet. Dès l'année prochaine, après avoir commencé à fournir des véhicules en série au ministère de la Défense, nous commencerons à travailler avec des clients étrangers. Août. Nous nous attendons à ce que dès que les essais d'État soient terminés, le ministère de la Défense l'acceptera en service. Évidemment, tout dépend des résultats des essais et de la décision du département militaire. Comme je le vois, ça aura lieu avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ou encore, les problèmes avec les moteurs et les caméras thermiques ont été résolus. Le moteur produit exactement les caractéristiques techniques spécifiées durant la conception. Là encore, gros point de doute puisque l'on sait qu'il existait des problèmes avec un autre moteur, le Chaika, mais qui n'a jamais été prévu comme étant le moteur de base du T-14. Bref, Chemezov. Les livraisons en série de la plateforme Armata débuteront en 2021. Pour les premières déclarations de 2021, eh bien elles sont à l'honneur de Terlikov, concepteur en chef du bureau de conception d'UVZ. C'est lui qui a dirigé tous les travaux de conception du T-14. Selon lui, les essais d'État sont en cours et devraient se terminer d'ici 1 an ou 2. Nous nous attendons à la livraison d'un premier lot de véhicules fin 2021 selon un des contrats. À partir de 2022, nous aurons atteint la livraison en série. La seule personnalité touvaine que vous connaissez, un certain Shoigu, annonce qu'un lot de T-14, T-15 et T-16 est prévu pour être livré aux troupes en 2022. Les véhicules de la plateforme Armata sont en essai d'État. La fin 2021 est magistrale, puisque comme vous ne le saviez sûrement pas, nous sommes en décembre 2022 et bien normalement il y a maintenant 3500 lots de T-14 en service et tous ont fini les essais d'État. Enfin ça, c'est ce que l'on pourrait croire. Petit caméo de Mantourov en juillet nous expliquant que les essais d'État toucheront leur fin l'année prochaine et qu'il rentrera en production active. Ces propos sont soutenus par Krivoruchko et Artyakov, vice-président de Rostec. Effectivement, 20 chars rejoindront les troupes cette année. En fin d'année, le dirigeant du GABTU indique que la fin des essais d'État est prévue pour 2022. Mais attention, ce n'est pas fini. Selon Yelchaninov, vice-président du conseil de la commission industrielle, 2 nouveaux obus sont en train d'être essayés. On s'attend à ce qu'ils soient terminés en 2022 avec plus de 40 chars fournis aux troupes après 2023. En août 2022, eh bien, la version d'exportation du T-14 a été présentée au Forum Army 2022. Les innovations ne s'arrêtent pas là puisque même avant d'avoir produit plus de 20 T-14, il présente un véhicule télécommandé.
Blague à part, le T14 a été présenté dans une nouvelle version en 2022. Si les différences ne sautent pas forcément aux yeux, elles sont assez notables. Par exemple, la forme du blindage frontal et latéral a été modifiée, la lame a été remplacée, et d'autres composants entourales ne sont plus les mêmes. Évidemment, je ne peux pas passer outre, mais le T14 a de nouveaux galets de roulement maintenant. Les grands hommes de l'histoire de l'industrie blindée soviétique seraient fiers. Kochkin, Morozov, Kartsev, Venediktov, Popov, Potkin. Ces noms font pas le figure face au génie de Terlikov dont le nom ne saurait être autre part qu'à leur côté. Avant de terminer, j'aimerais vous parler d'une actualité qui devrait en faire réfléchir plus d'un sur l'état de l'industrie des blindés russes. Il y a quelques mois, un scandale a éclaté concernant le Kourganets 25. L'ancien dirigeant de KTZ, l'entreprise qui gère Kourganmashzavod, et donc l'usine de production du Kourganets, a plaidé coupable au détournement de 90 millions de roubles d'un contrat avec l'État de 5,2 milliards de roubles pour le développement du véhicule. KTZ, comme UVZ, était dans une très mauvaise situation économique et est revenu sous le contrôle de l'État, en partie grâce à ce genre de personnes. S'il s'agit d'une seule affaire et d'une seule personne, imaginez l'ampleur du problème dans un pays connu pour ce genre de faits. Maintenant, reportez-le au problème du programme Armata et Boomerang, et vous obtiendrez une des raisons de pourquoi ces programmes finissent par ne jamais aboutir.